Hi, welcome to colorectal cancer. Bonjour et bienvenue au Parlons des papotins de Cancer colorectal Canada. Cancer colorectal Canada est le principal groupe de patients atteints du cancer colorectal au pays. Et Parlons des papotins est notre série d'entrevues éducatives au cours desquelles nous vous fournissons des informations pour vous, les patients, les soignants, les amis, la famille d'une personne atteinte de cancer colorectal, sur des sujets liés au traitement et aux soins et à la prévention du cancer colorectal au Canada. Je m'appelle Carl Bedman et je suis votre hôte et aujourd'hui nous sommes rejoints par Munaza Jamil pour parler de l'équité en santé dans les essais cliniques. Munaza a 24 ans d'expérience dans le monde des essais cliniques. Elle est passionnée par l'équité, la diversité et l'intégration et intègre ces principes dans tout son travail, avec un accent particulier sur l'inclusion des immigrants dans les essais cliniques. L'expérience professionnelle de Munaza comprend des rôles de direction dans plusieurs excellents établissements de santé, supervisant des grandes équipes complexes facilitant le démarrage, l'exécution et la clôture de projets de recherche clinique dans de multiples domaines thérapeutiques. Elle est membre du corps professionnel de l'Université McMaster, où elle enseigne dans le cadre du programme de recherche clinique appliquée. Elle préside également le comité d'engagement N2, où elle promeut de nombreuses initiatives en matière d'EDI. Elle a récemment rédigé un important cours sur la compétence culturelle en recherche clinique, la première du genre au Canada, spécifiquement conçue pour les professionnels de la recherche clinique. Munaza, euh, on est très heureux de t'avoir avec nous pour parler de ce sujet-là, mais d'abord, comment est-ce que ça va ce matin? Je vais bien et merci de m'avoir invité. Plaisir. Alors, est-ce qu'on commence aussi? D'abord, parlons un peu de l'accès et l'équité en essai clinique. Pouvez-vous expliquer d'abord c'est quoi un essai clinique? Oui, absolument. Alors, des essais cliniques, ce sont des études scientifiques qui testent des nouveaux traitements médicaux, des nouveaux médicaments, des appareils, des interventions sur des gens pour déterminer leur efficacité et leur sécurité. Et il y a un mythe courant qu'on doit être malade pour participer à des essais cliniques et que les essais cliniques sont seulement pour les patients ou ceux qui souffrent de maladies ou de conditions. Mais quoique c'est vrai définitivement, les essais cliniques sont aussi, il y a plusieurs essais disponibles qui regardent aussi à des gens en santé. Alors, il y a des essais cliniques pour tous. Et les essais cliniques sont très importants parce que non seulement est-ce qu'ils avancent le savoir scientifique et médical, mais aussi ils améliorent la sécurité et la qualité des soins aux patients. Alors, très, très, très important. Oui, alors comment est-ce qu'ils font ça? Alors, les résultats qu'on a des essais cliniques qui ressortent vont informer la pratique. Ça va peut-être informer la pratique des infirmières, des médecins et toutes les choses qui arrivent pourraient changer la façon qu'on fait des procédures très de base. Certaines procédures vont peut-être changer basées sur la recherche et ultimement, ça va améliorer les soins aux patients, la sécurité des procédures et ultimement, ça va contribuer aux meilleurs résultats en santé chez les gens. Alors, si j'ai bien compris, les essais cliniques sont pas nécessairement pour juste accéder aux médicaments les plus nouveaux. Ça pourrait l'être, mais c'est fait pour améliorer la santé en général. Oui, ça peut être sur plusieurs choses, des nouvelles interventions, des nouveaux traitements, des nouvelles façons de faire. On pourrait tester de nouveaux appareils aussi ou des médicaments. Super, on va y revenir. Mais d'abord, peut-être me dire qu'est-ce que ça veut dire l'équité en soins de santé et votre travail au Canada. Oui, alors si on parle à monsieur, madame, tout le monde, alors le concept de l'équité en santé, c'est peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, vous avez l'opportunité d'avoir accès et de bénéficier de meilleurs soins de santé et vous avez l'opportunité d'avoir le meilleur niveau de soins pour vous. Et donc, on sait qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs populations qui n'ont pas une équité en soins de santé. Et ces individus-là, peut-être, sont des nouveaux immigrants, des gens qui ont un handicap, les gens qui ont une diversité de genre, qui sont racialisés, qui sont marginalisés, n'ont pas le même accès aux soins de santé.
et n'ont pas les mêmes opportunités que toutes les autres. Alors, c'est de là que ça vient le concept d'équité. Oui, et bien sûr, on parle d'essais cliniques et on parle d'équité en essais cliniques parce que historiquement et aujourd'hui, ces groupes sous-représentés sont aussi sous-représentés dans les essais cliniques. Oui, alors le concept de l'équité dans les essais cliniques vient quand on discute des participants qui sont dans les essais cliniques. Ça devrait être ceux qui sont le plus susceptibles d'avoir la condition ou avoir besoin du traitement qu'on fait dans l'essai clinique et aussi vont avoir accès au traitement après la fin de l'essai clinique. Alors, l'équité dans l'accès aux soins veut dire que on a des gens de background diversifiés partie des essais cliniques et ça, c'est la clé d'améliorer l'équité dans les traitements. Oui, et donc, la raison que je posais la question, et vous disiez avant, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire partie d'un essai clinique, c'est que tous ces bienfaits devraient être disponibles à autant de gens que possible. Absolument, absolument. Et comme vous avez dit, il y a certains groupes qui sont historiquement sous-représentés dans les essais cliniques, globalement aussi, mais certainement ici en Amérique du Nord. Et vu le multiculturalisme du Canada, c'est encore plus important d'utiliser ces facteurs-là et ça présente une opportunité en or aux chercheurs de vraiment vraiment rendre leur projet diversifié. Pas juste avoir des travailleurs diversifiés, mais aussi une participation aux essais cliniques. Oui, et certainement, si un groupe de médicaments fonctionne différemment dans différentes populations à cause de facteurs génétiques, c'est important pour les gens de le savoir. Absolument, absolument. Oui, alors on voulait vous inviter parce que votre travail dans des organismes aide à adresser certains des problèmes, mais avant de rentrer dans les solutions, est-ce que vous pouvez partager peut-être les raisons pourquoi ces barrières-là existent? Un exemple d'une barrière à l'accès aux essais cliniques? Oui, d'abord, je vais parler de la population nouvelle immigrante parce que ça, c'est le focus de mon travail. Avec une note, ça inclut les réfugiés et les demandeurs d'asile. Alors, juste prendre un pas de recul et juste mettre du contexte. Pourquoi est-ce que ce groupe-là est important? Alors, la population de nouveaux immigrants au Canada a augmenté de façon significative dans les dernières années. Le dernier recensement de Statistique Canada en 2021 a montré qu'il y avait plus de 1,3 million de nouveaux immigrants qui sont arrivés au Canada dans les 5 dernières années, qui est en fait le plus haut taux enregistré dans un recensement canadien. Oui, je pense que le Canada a la plus grande proportion de citoyens nés à l'extérieur du pays. Oui, et ça, c'était mon prochain point. Alors, c'est 23% en ce moment, la population canadienne qui est née à l'extérieur du pays. Et Statistique Canada euh, pense que d'ici 2031, ça va être 34% et une croissance exponentielle à partir de là. Alors, c'est un gros groupe et on sait que la recherche a été faite et la recherche démontre que les individus qui sont nés à l'extérieur du pays sont moins susceptibles d'avoir accès aux soins de santé primaires et préventifs versus les gens qui sont nés au Canada. Et vous avez parlé de barrières. Alors, c'est quoi les barrières? Euh, Vraiment, ça peut être n'importe quoi de géographie, restrictions financières, il y a la barrière de langage pour plusieurs, il y a des différences culturelles. Alors, tout ça culmine pour créer un réseau, un labyrinthe de défis qui les empêche d'avoir accès aux soins de santé. Les immigrants, incluant les réfugiés et les demandeurs d'asile, ont des expériences de vie uniques qui pourraient les prédisposer à vraiment des conditions de santé physique et mentale vraiment uniques à eux. On sait
Souvent, les demandeurs d'asile ont eu des abus, des traumas, alors le trauma avant l'immigration et les stresseurs post-immigration peuvent culminer et s'additionner pour vraiment créer des problèmes de santé mentale et physique uniques et qui auraient euh, besoin d'une attention particulière liée aux essais cliniques. Oui, et je sais que vous avez une connexion personnelle à certaines des barrières. Est-ce que vous seriez confortable d'en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer colorectal métastatique il y a presque 2 ans. Et notre voyage, notre parcours a eu beaucoup de défis aussi. Alors, juste pour prendre un pas de recul et vous donner du contexte, alors, ma mère est quelqu'un qui est une personne de couleur, nouvelle immigrante aussi, euh, limitée pour ce qui est de sa capacité à parler anglais, mais on a pris son diagnostic. Moi, j'étais là avec elle. J'étais sa traductrice, sa défenseur, sa proche aidante. Et quand elle a eu son premier diagnostic, on a demandé pour les essais cliniques parce que c'est ça qu'on entend. Et travaillant dans le domaine, je voulais savoir si on avait des options pour prolonger sa vie. Et à ce point-là, on nous a dit qu'il n'y avait rien au Canada qui était disponible, mais que peut-être aux États-Unis, qui n'était pas faisable pour nous. Alors, on a commencé sur le standard de soins. euh, et le plus les options de traitement ont été utilisées, encore une fois, on a demandé au sujet des essais cliniques et on nous a dit qu'il y avait un petit peu d'espoir parce qu'on s'est fait dire qu'il y avait peut-être un essai clinique qui s'ouvrait à un centre de cancérologie à Toronto. Et alors, on s'est dit, OK, c'est ça qu'on a besoin parce qu'on avait utilisé vraiment toutes les autres options de traitement. Et on est allé et on a découvert qu'on n'était pas éligible parce que sa, sa santé avait détérioré trop. Alors, c'était un moment très frustrant parce que quand elle était assez en santé, elle ne se qualifiait pas parce qu'elle allait bien sur le traitement. Et quand on en avait besoin, ben, elle se qualifiait pas parce qu'elle était trop malade. Mais même si nous, on n'était pas éligibles, ça m'a fait penser, si on l'avait été, ce centre de cancérologie était euh, littéralement à 1 heure de notre maison. Et si vous le savez, vous connaissez le trafic à Toronto, vous savez que ça peut être énorme. Alors, il y a le voyage d'1 heure, il y a plusieurs visites, plusieurs évaluations, et on aurait été obligé d'y retourner une fois ou plus. Et pour nous, le transport en commun n'était pas une option. Il fallait prendre une auto ou avoir des lifts et ça coûte tellement cher. Alors, combien de fois est-ce qu'on pouvait faire ça sans se banquerouter? Et en plus, il y avait des limites de temps. Parce qu'elle avait un anglais limité, il fallait que moi je sois là, il fallait que je sois aussi disponible à cause de la traduction. Alors, j'étais déjà proche aidante à la maison, j'étais déjà conductrice au rendez-vous, et là, maintenant, j'allais être co-participante dans l'essai clinique avec elle. Et vous avez un travail. Oui, j'ai une famille, j'ai un travail et j'ai ma propre vie et que j'ai à gérer. Alors oui, c'est énorme. Et là, pour mentionner aussi, on était chanceux, on habitait à Toronto et le centre était à Toronto, mais qu'est-ce qui arrivait si on travaillait dans une autre province ou quelque part de vraiment régional? Alors, ça serait insurmontable, vraiment. Alors, même si l'option existait, il y avait tellement d'étapes de complexité pour accéder à l'option que c'est devenu insurmontable. Et là, on n'y pense même plus comme une option. Alors, la première chose, c'est juste d'avoir la disponibilité d'un essai clinique au Canada, cette possibilité-là. Et ensuite, euh, mettre le timing avec ça, puis d'essayer de surmonter les barrières de temps, d'argent, le soutien qu'un patient aurait besoin s'il parlait pas d'anglais très bien. Et donc, toutes ces choses-là sont devenues très insurmontables et
Est-ce qu'un essai clinique aurait aidé? Est-ce que ça lui aurait donné plus de temps? Peut-être, peut-être pas. Mais au moins, aujourd'hui, vivant au Canada, l'option aurait dû être disponible pour elle. Absolument. Et je peux aussi dire que je suis désolé pour votre perte et merci d'avoir partagé ça. Je pense que vraiment ça sert à illustrer les étapes multiples qui existent. Euh, et donc, ce concept de barrière à l'accès ou les barrières à l'accès peuvent sembler simples. Ben, on répare les barrières, on se débarrasse des barrières, mais ces plus gros concepts-là peuvent cacher les plusieurs petites étapes. OK, ben tu sais, si on règle toutes ces choses-là, on règle toutes, tu sais, oui, exactement. Oui, c'est un monde très compliqué. Et tout cela étant dit, vous travaillez pour un peu réparer ces barrières-là. Est-ce que vous voulez partager des travaux que vous faites pour rendre les essais cliniques disponibles? Ben, on essaie, puis c'est une très longue route, mais on essaie une étape à la fois. La première étape auquel on a pensé pour adresser ce problème, c'est d'avoir une conversation avec les gens, les participants. On parle à la nouvelle population immigrante et avec mon travail chez N2, on a eu une subvention l'année dernière pour avoir une consultation communautaire avec la communauté nouvelle immigrante pour voir c'est quoi les défis auxquels ils font face en tant que nouveaux arrivés au Canada. Et même accéder ou trouver plus d'informations ou participation sur les essais cliniques. Et cette conversation qu'on a eue, c'est comment on le rend plus accessible. Et c'était un groupe ici. Et c'était vraiment une super conversation. On a eu beaucoup, beaucoup d'informations très utiles qui en sont ressorties. Et un des thèmes les plus communs de cet atelier, de cette consultation, d'abord et avant tout, c'est sur la confiance. Et bien sûr, historiquement, il y a du contexte euh, où beaucoup de communautés, beaucoup d'individus de différentes communautés ont été exploités dans le passé et ont été maltraités dans le contexte de médecine et de soins de santé et de recherche. Et on a plusieurs exemples à donner. Et donc, à cause de ça, parce qu'ils ont ces expériences uniques avant d'immigrer ici, cette perspective vient aussi avec eux. Alors, il y a cette espèce de trou où ils n'ont pas nécessairement la confiance. Alors, ça a commencé avec, OK, où est-ce que je vais trouver de l'information vraie au sujet des essais cliniques juste pour en apprendre plus? Et c'est pas nécessaire que si vous les envoyez à un site web, qu'ils vont y aller pour en apprendre plus à travers le site web et ensuite y faire confiance. Alors, eux, ce qu'ils ont dit, c'est que ce serait mieux pour eux si les chercheurs, les scientifiques et les équipes de recherche, s'ils venaient directement à eux, venaient à la communauté, au centre communautaire où ils accèdent les soins de santé. Et ça, c'est des endroits familiers et de confiance. Et ils vont avoir des sessions de groupe où ils peuvent apprendre au sujet de la recherche et des essais cliniques et ce qui est inclus. Avoir des ambassadeurs sur l'équipe de recherche qui leur ressemblent, qui sont pairs, qui ont les mêmes expériences, qui sont immigrants ou qui ont peut-être passé à travers l'expérience d'essais cliniques. Ça aurait beaucoup de valeur pour vraiment bâtir la confiance et surmonter cette barrière de confiance. Alors, la confiance, c'était un gros morceau. Deuxièmement, il y avait aussi la compétence culturelle. Et ça veut dire le langage aussi, ça veut dire la sensibilité culturelle. Je vais vous donner un exemple. Euh, il y a beaucoup de cultures où la prise de décision est faite dans la famille. L'unité familiale est très importante. Ils font tout ensemble, ils prennent des décisions ensemble. Et donc, je vais même vous donner mon exemple. Alors, à travers le processus avec ma mère, on s'est fait approcher pour un essai clinique qui était plus une étude de qualité de vie.
Et on était assis dans la salle d'attente et il y a eu la coordonnatrice qui est venue, qui nous a montré les formulaires. Et comme j'ai dit, ma mère comprenait l'anglais. Elle pouvait le parler un peu, mais pas de façon fluide. Alors, elle m'a donné le consentement, puis elle m'a dit le. Et j'ai commencé à lire et j'ai commencé à poser des questions à la coordonnatrice aussi. Et c'était comme si elle était très contre moi participer dans la conversation. Elle voulait vraiment entendre ma mère qui était la patiente, était l'individu qui allait être autonome dans son consentement. Elle voulait parler à elle. Et OK, c'est super. Mais dans la dynamique de famille, c'est moi en qui ma mère avait confiance en tant que défenseur, interprète et quand ma mère a vu que on me laissait pas parler ou poser des questions, ça l'a rebuté. Elle voulait plus participer parce que elle se disait ça allait être un endroit où sa fille n'est pas bienvenue, sa défenseur n'est pas bienvenue. Alors, elle n'a pas voulu le faire. Alors, ça, c'est les sensibilités culturelles, aussi le langage, un langage inclusif. Alors, comment est-ce qu'on gère ce genre de dynamique quand une famille vient vers vous versus un individu et comment est-ce qu'on les rentre dans le cercle de recherche? Oui, puis on leur donne la formation, mais aussi la valeur pour que les praticiens peuvent voir d'autres façons d'opérer et tu sais, on pense pas, ah, ça c'est quelque chose, tu sais, je veux avoir un engagement, oui, et je vais dire deux choses ici. D'abord, et je suis tellement heureux que vous êtes avec nous aujourd'hui parce que une chose que vous avez beaucoup de facilité, c'est de prendre un concert comme la compétence culturelle et partager une histoire qui nous dit exactement ce que ça veut dire. Et tu sais, souvent dans ces conversations-là, il y a des grands termes et on se perd dans ces termes-là, mais avec vous, j'entends beaucoup, voici ce que c'est, voici pourquoi c'est important, puis je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Mais aussi pour ceux qui nous écoutent, je veux partager que le résultat d'avoir travaillé avec UNASA et d'autres initiatives EDI chez CCC, nous aussi, on s'engage dans ce que tu décris, donc parler au comité puis aller voir les gens où ils sont parce que pour nous, en tant qu'organisme, c'est c'est une priorité grandissante de faire l'effort de parler aux gens à qui on parlait pas avant et qui pourraient avoir un bienfait et qui pourraient bénéficier de nous connaître. Alors, ça a beaucoup de valeur pour nous, toutes ces idées-là, parce que pour tous les gens qui nous écoutent, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez avoir du soutien pour rejoindre un essai clinique, vous pouvez aller nos, sur nos sites web, vous pouvez aller sur nos courriels, nous appeler et on peut vous mettre en contact avec plein de différentes personnes. Et, et je pense que c'était euh, mon petit speech ici. Désolé. Alors, euh, après vous avoir entendu parler de toutes ces choses-là, alors c'est quoi les prochaines étapes pour augmenter euh, l'accès? Oui, alors je pense qu'on devrait prêter attention au langage. Ça, c'est un gros problème avec beaucoup de communautés migrantes où le langage est une barrière significative. Alors, si on voulait prendre le temps et un peu d'argent de nos budgets et de vraiment regarder à traduire les matériaux qu'on utilise dans les essais cliniques dans un langage qui est pas juste traduit, mais aussi de façon euh, sensible culturellement. Et si on commence à penser et à utiliser une, un personnel qui match culturellement au niveau du langage. Ça va faire beaucoup de travail à augmenter la confiance de ces communautés-là. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer à faire même aujourd'hui. Au long terme, je pense que la sensibilité culturelle et la formation pour la compétence culturelle, c'est un must pour tous les gens qui font des essais cliniques, surtout les individus qui ont une interaction avec le public euh, dans les opérations cliniques. Et vous avez mentionné aussi dès le début que
récemment, j'ai écrit un cours sur la compétence culturelle et les habiletés nécessaires. Et ça, c'est gratuit à tous les gens qui ont un membership de N2. C'est quand même assez large. Et ça, c'est quelque chose que, idéalement, quand les gens prennent le cours, vraiment leur donner de l'information importante sur de quoi ça a l'air dans vos interactions jour le jour dans votre environnement. Alors, beaucoup d'exemples aussi, puis des études des cas, puis des scénarios. Alors, comme ça reste pas juste très théorique, mais ça peut être appliqué en scénario pratique. Alors, ça, c'est très important. Et aussi, euh, je mentionnerais la la continuation des conversations. Comme vous avez dit, Cancer colorectal Canada a fait beaucoup d'efforts conscients de parler aux communautés, de leur parler où ils sont, de pas juste entendre c'est quoi les défis, mais aussi donner ou co-créer des solutions avec eux. Et le plus important, c'est de partager ce que vous avez fait. Rendez ça disponible avec les communautés et partagez vos apprentissages et fermer la boucle. Et comme ça, il y a une relation soutenue et soutenable avec les communautés. Alors, comme ça, on ne fait pas juste rentrer quand ils ont besoin de quelque chose, OK? Puis ils prennent ce qu'ils veulent, puis là, ils s'en vont, publient les résultats et la communauté se demande, ben, OK, vous êtes venu une fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, puis ça, c'est une pratique très coloniale. Oui, exactement. Et avoir des relations soutenues entre les chercheurs, entre les communautés, c'est très important. Absolument. Et quelque chose auquel je pense dans la conversation, c'est que ces choses-là sont un bienfait pour tout le monde. Avoir plus de langage, plus de compétences culturelles, plus de gens qui participent dans les essais cliniques, des meilleures données, plus de gens. Euh, Ça, c'est des choses qui sont juste à la base bonnes pour tout le monde, peu importe la communauté. Puis je pense que ça, c'est important de le mentionner, que la poussée vers l'équité a un bienfait pour tout le monde. Absolument, absolument. Et si on revient à un des points qu'on a fait dès le début, pour ce qui est de qu'est-ce que ça veut dire dans un essai clinique, ce que ça veut dire, ce concept-là, quand vous avez une population diversifiée qui participe dans l'essai clinique, vous allez être capable de parler à ce nombre de gens-là pour bénéficier de votre traitement. Euh, alors, ils vont avoir cette condition-là, ils vont avoir besoin du traitement, ils vont pouvoir accéder au traitement et c'est ça l'équité. Alors, ultimement, le projet va être plus fort, les résultats vont être plus forts. Oui, puis la santé du pays va être meilleure. Et avant qu'on se quitte, je voulais juste demander, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qu'on a manqué ou qui est très important pour les gens de savoir qu'on n'a pas discuté encore? Non, je crois qu'on a couvert le sujet et bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire à l'avenir et on va continuer à pousser un peu, mais juste reconnaître que ça, c'est quelque chose qu'on a absolument besoin d'adresser et maintenant. Et ça, c'est clé. Oui, et merci beaucoup de vous être joints à nous. Euh, Alors, je suis Carl Benman chez Cancer Colorectal Canada et juste avant de partir, ceux qui nous écoutent, si vous voulez en apprendre plus au sujet de Munaza, où est-ce que les gens peuvent trouver votre travail? Alors, si vous allez sur le site web de N2 Canada, qui est n2canada.ca, vous pouvez aller dans l'onglet engagement communautaire et il y a plusieurs ressources qui sont là, incluant un papier blanc que tous les résultats et l'information qu'on a de notre consultation communautaire et certes, il y a une boîte à outils, des choses comme ça aussi. OK, et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent du soutien sur cancer colorectal pour eux ou pour quelqu'un, s'il vous plaît, écrivez-nous. Et si vous voulez un accès aux essais cliniques, c'est quelque chose qu'on fait. On aide à connecter les gens aux essais cliniques qui seraient appropriés pour leur traitement. Alors, écrivez-nous à info@cancercolorectalcanada.com ou support
à cancercolorectalcanada.com ou aller sur notre site web qui est, vous l'aurez deviné, cancercolorectalcanada.com et nos médias sociaux Cancer Colorectal Canada. Et encore une fois, merci de vous être joints à nous. Merci d'avoir écouté et on vous voit la prochaine fois. Merci.